Voilà, c'était IBI qui nous jouait Mama Said, Mama Says en live. Vous allez trouver donc ce disque à la médiathèque. Je vous conseille chaleureusement de l'écouter entièrement. Je vais maintenant laisser la parole à Emmanuel pour sa chronique sur un documentaire de Fabrice Nicolino, un empoisonnement universel, mais aussi d'autres lectures que Emmanuel nous a faites. Je crois qu'il va nous parler également de bande dessinée. Je vous laisse écouter sa très brève mais excellente chronique d'Emmanuel. Bonjour à tous. Je vais ouvrir cette rubrique avec un livre écrit par Fabrice Nicolino et qui s'appelle L'empoisonnement universel. Un livre très très sérieux. C'est un documentaire qui nous parle des liens tissés entre l'industrie chimique et la science. Pour reprendre Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qu'aurait-il donc pensé de notre époque où la chimie de synthèse envahit la planète et tous les organismes vivants? Eh oui, la pollution de notre planète est telle que nous sommes tous, absolument tous, contaminés. Les industries de la chimie et leurs lobbies sont devenues des transnationales aussi influentes que la plupart des États de la planète. Qui pourrait donc se battre contre de telles structures? Un super-héros peut-être? Oui, encore. Fabrice Nicolino nous interroge. Comment les scientifiques qui dépendent pour leur recherche de moyens financiers importants peuvent-ils garder leur éthique, sachant que les industries de la chimie sont prescripteurs, financeurs et bien sûr vendeurs des molécules synthétisées? Certes, la chimie fait partie de la vie, me direz-vous. Mais lisez ce livre et vous en reviendrez. Les dérives actuelles sont hallucinantes. Nous sommes entrés dans une ère où d'innombrables polluants chimiques ont envahi tous les organismes, quels qu'ils soient. Vous, moi, les autres bien sûr, nous sommes tous concernés. Les pesticides sont partout. Un peu de paranoïa, allons-y. Dans l'eau de pluie, dans nos aliments, dans le lait maternel, et le vin des buveurs, ô sacrilège! Qu'aurait dit la Pythie de Delphes? Sortez votre parapluie anti-molécules. Nous sommes tous les jours bombardés par une multitude de produits chimiques, et nous n'avons aucune garantie sur leur innocuité. La science reste-t-elle la science, quel que soit le financeur? Lisez ce livre et je vous laisse le temps d'y répondre. Allons-nous tous devenir des mutants sur notre planète? Toxique. En parlant de toxique, je vais vous parler d'un autre coup de cœur, une série de bandes dessinées écrite par Charles Burns et dont le premier tome s'appelle Toxique, mais dont le sujet est tout autre. Alors une super bande dessinée, une trilogie où nous suivons une sorte de Tintin désabusé qui nous transporte dans un univers fantasmagorique entre rêve, réalité, passé et présent. Alors si vous aimez l'humour noir, les univers désenchantés et les albums d'Hergé, plongez-vous tout de suite dans ces bulles récréatives. Voilà, je referme ce pop-up coup de cœur. Et si ma rubrique vous a donné un peu mal à la tête, dois-je tout de même vous conseiller de prendre une petite pilule chimique? Quel est son nom déjà? Bon, oui, peut-être, mais avec modération alors. Je préfère toutefois vous inviter à un autre type de dégustation chimique. Un livre chimique mais plein de saveurs. Un livre de recettes pour détoxiner votre corps qui s'intitule « Cure de jus, santé, détox ». Tout un programme. Prenez du plaisir en éliminant les mauvaises molécules. Une petite recette pour finir, un jus vert anisé. Page 156. Alors, vous prenez une pomme granny, une branche de céleri, une poignée d'épinards frais, un demi-concombre, un demi-fenouil, une branche de menthe fraîche. Vous lavez tous les ingrédients. Pressez le concombre, la menthe, le fenouil, la pomme, les épinards et le céleri et dégustez. Un peu de jus de citron, jaune ou vert. Mixez le tout avec 3 glaçons et 20 centilitres d'eau fraîche. Voilà, je vous laisse digérer le tout et je vous dis à bientôt pour une prochaine rubrique dans notre émission sans nom de la médiathèque de Chaponneau. Voilà, et on se retrouve pour la dernière partie de notre second podcast
pour discuter de bande dessinée. Je vous avais promis qu'on parlerait de bande dessinée, voilà, c'est chose faite. Et en plus de bande dessinée, nous allons parler de un comics qui s'appelle Fable, scénarisé par Bill Willingham et dessiné entre autres par Mark Buckingham. Alors, pour commencer déjà par rapport aux comics, parce que je sais que j'ai souvent la question, même parmi les lecteurs de BD franco-belges, en général, je me suis rendu compte que les grands lecteurs de BD européennes franco-belges lisaient assez peu les comics, notamment à cause de l'image habituelle des comics de super-héros qui sont pas vraiment qui paraissent pas vraiment intéressants, un peu niais, un peu pour ados, un peu pour enfants, qui étaient jusqu'à présent parvenus jusqu'en France. Depuis quelques années, depuis maintenant assez longtemps, mais depuis vraiment assez peu, depuis une dizaine d'années, je dirais, le comics américain est un peu plus édité en France. Il y a des comics beaucoup plus intéressants qui sortent et des comics vraiment pour adultes, pas du tout de super-héros, comme ce sera le cas aujourd'hui avec notre comics Fable. Alors, ce qu'il faut savoir sur les comics, si vous n'êtes pas de lecteur de comics habitués, c'est qu'elles ne se produisent pas du tout de la même manière que les bandes dessinées franco-belges. Il faut savoir que les bandes dessinées franco-belges, pour en éditer une de 46 ou 50 pages, on met en général à peu près un an. Ça peut être un peu moins, un peu plus, suivant la rapidité du dessinateur, mais le dessinateur prend beaucoup de temps pour créer ses planches, pour dessiner ses cases, et il y a une assez grande part qui est laissée part artistique, de liberté artistique, qui est laissée au dessinateur, qui permet souvent d'avoir des esthétiques peut-être plus fouillées, peut-être plus originales, et encore que ça reste à prouver. Les Américains et même les mangaka qui produisent aussi très vite font aussi des graphismes très originaux, mais ils sont en général beaucoup moins travaillés parce qu'ils ont moins de temps, tout simplement. Le mode de parution des bandes dessinées franco-belges donc se fait comme ça. On sort déjà un gros recueil de 46 ou 50 pages et en cartonné, en grand format. En fait, les comics en Amérique sont produits en fascicules, en général en mensuel, donc tous les mois il y a un fascicule qui sort, un fascicule donc c'est en général 8-16 pages qui sont publiées, qui sont vendus, ça aussi c'est important, pas forcément en librairie, ils sont vendus parfois dans des épiceries, ils sont vendus au bureau de tabac, ils sont comme des magazines, et ce mode de production par magazine, on va dire, implique déjà un grand nombre d'équipes derrière, là où en France on a en général un scénariste, un dessinateur, ou alors même juste un dessinateur, parfois un coloriste, mais c'est quand même pas très répandu. En Amérique, dans la bande dessinée anglo-saxonne, on a à chaque fois un scénariste, un dessinateur, qui sont, on va dire, les deux forces créatives de l'histoire, du comics, mais on a aussi un encreur, on a aussi un lettreur, on a un coloriste, et toute une batterie d'artisans derrière qui viennent en fait faire une chaîne de production qui permettent de produire un peu plus rapidement des bandes dessinées. Mais ce mode de production un petit peu intense oblige aussi les dessinateurs et les scénaristes à procéder un peu différemment de la bande dessinée franco-belge, et qui donne parfois des dessins qui peuvent sembler, du point de vue de l'Europe, où on est nourri, c'est vrai, à Astérix, à Tintin pour les plus vieilles, et à d'autres bandes dessinées, on est nourri à vraiment quelque chose de très fini, de très différent suivant chaque bande dessinée. Là, on peut avoir une impression de standardisation du dessin. En fait, c'est parce que les dessinateurs sont obligés d'aller extrêmement vite. Voilà pour le mode de production des comics. Il faut aussi savoir une dernière chose, c'est que les créations de ces auteurs, les auteurs ne sont pas propriétaires de leur création, de leur personnage ou de leur histoire, et c'est la maison d'édition qui est propriétaire de leur création au final. C'est pour cette raison qu'on a pu avoir des Batman dans les années 30 qui ont continué à être publiés jusqu'à présent avec des auteurs qui se sont succédés. C'est qu'en fait c'est DC Comics qui donc est à la tête de Batman, mais aussi c'est pareil pour X-Men, etc. Les super-héros, ils sont propriétaires, c'est la maison d'édition qui est propriétaire du personnage, et ce qui permet de les faire perdurer. Et la production mensuelle va aussi donner lieu à des sagas qui sont très très longues. C'est un petit peu le cas pour Fable, mais
En même temps, pas vraiment. En fait, Fable, c'est un comics qui a été publié chez un des très grands acteurs du comics, donc DC Comics, qui est l'un des détenteurs qui est le détenteur des droits de Batman et de Superman, mais qui a créé au début des années 90 une filiale qui s'appelle une branche de sa maison d'édition qui s'appelle Vertigo et qui allait éditer uniquement des livres pour adultes. Le but, c'était de fidéliser un public adulte avec des histoires pour adultes, donc avec un peu plus de violence, avec un contenu un peu plus politique, un peu plus sexuel. Ils ont fait venir pour ça des scénaristes prestigieux notamment d'Angleterre. On a eu Alan Moore qui a participé malgré lui, mais on a surtout eu Neil Gaiman qui a fait un passage chez Vertigo avec The Sandman, une excellente série. Et c'est dans cette maison d'édition particulière, donc Vertigo, qui produit des choses vraiment typiques pour les adultes et des choses assez complexes, des histoires volontairement assez complexes, que va être publié Fable. Fable, il sera écrit par le scénariste Bill Willingham, qui lui n'est pas anglais, c'est un pur américain, qui va mettre en place une histoire assez originale. Il prend le parti que les personnages de contes, de mythes et de fables vivent dans un monde de fables, de contes, et un jour, un envahisseur mystérieux vient les pousser hors de leurs frontières, et tous ces personnages de contes vont être obligés de vivre dans le monde réel. Ils vont débarquer dans notre monde, il y a de ça plusieurs centaines d'années, et vivre dans une communauté renfermée dans laquelle ils vont essayer de se cacher au maximum de leur pouvoir, parce que en général ils ont des pouvoirs, des objets magiques, etc. Il faut savoir qu'ils sont éternels, hein, évidemment, les personnages de contes sont éternels, et ils vivent à New York, mais ils s'autogèrent politiquement, ils ont un système politique qui fait qu'ils s'autogèrent dans ce qu'ils appellent Fableville, qui est en fait une petite communauté à l'intérieur de New York. Alors le premier tome de cette série est en fait un prototype on va dire c'est un canevas de scénario policier classique, de ce qu'on appelle un whodunit. Ça veut dire en anglais who has done it, donc qui a fait ça, dont c'est des enquêtes policières dont on ne sait pas qui a commis le crime, et en général juste à la fin on sait que c'est par exemple le majordome qui en fait avait tué les personnes. C'est un canevas assez classique, mais toute l'originalité de l'histoire fait que ça se passe dans ce monde particulier de Fableville, de personnages de fable. Donc le premier ministre qui gère un petit peu la ville, c'est Blanche-Neige. Le commissaire, c'est le grand méchant loup qui a pris forme humaine et qui a prêté serment de ne plus manger ses congénères, mais qui est ici un commissaire un peu irascible, qui a une personnalité très particulière, et qui va mener l'enquête et qui va devoir travailler avec Blanche-Neige. Et la personne qui est supposée morte, parce qu'on ne retrouve pas en fait son cadavre, c'est Rose Red, la sœur de Blanche-Neige. Je ne vous révèle pas plus de l'histoire de ce tome 1, donc parce que c'est tout l'intérêt de ce genre de bande dessinée, enfin d'histoire même de manière générale, c'est de progresser comme ça à travers les différents personnages. On va voir Barbe Bleue, on va voir Jacques et le haricot magique. Tous ces personnages vont faire l'objet de l'enquête. Le tome 2 va lui aller vers autre chose, vers une sorte de réadaptation La ferme aux animaux de George Orwell, parce qu'en fait toute une partie des habitants de Fableville sont en fait pas des humains, ce sont des cochons, des lièvres, des renards, hein, parce que les contes comptent beaucoup de personnifications comme ça d'animaux. Et ces personnages qui n'ont pas voulu prendre l'apparence humaine, parce qu'il y a besoin pour ça de payer des sorcières qui vous donnent des sorts, qui vous donnent l'apparence humaine. Ces personnages-là ont préféré se retirer au fin fond de la campagne américaine pour vivre dans une ferme où il n'y a que eux qui vivent, et une révolution gronde dans cette ferme. Donc Blanche-Neige va aller régler cette histoire. Alors pour tout vous dire,
même si le premier tome est vraiment excellent. C'est surtout le deuxième tome, moi, qui m'a accroché sur cette série de fables, par la qualité d'écriture et surtout la subtilité par laquelle le scénariste arrive à faire passer des idées politiques très adultes, pour le coup, des personnages extrêmement bien ciselés, extrêmement on s'attache à tous les personnages. C'est également assez savoureux de voir ce qui a été fait des personnalités, des personnages de contes, et de les confronter comme ça au monde réel, un petit peu dur, avec des préoccupations matérielles qui sont propres à notre monde matériel. Un personnage de conte, qui est obligé d'occuper ses journées alors qu'il est immortel, et il vit en même temps dans un système politique qui est le nôtre, qui est celui de la politique un peu réaliste, qui va poser des problèmes à ces personnages de contes qui vivent d'habitude dans des royautés un peu imaginaires et fantasmées. Donc c'est très intéressant, c'est assez savoureux, même quand on ne connaît pas tous les contes. Il y a des références à une multitude de contes, il y a plusieurs dizaines de références qui sont faites à chaque tome, et qui rendent la lecture vraiment très, très intéressante. La suite, en fait, il y a un fil rouge qui va quand même se ressortir de ça, c'est qu'on va au fur et à mesure de l'histoire, en savoir plus sur la mystérieuse force qui a poussé ces personnages de fable hors de leur monde originel. Et la suite des tomes va un petit peu nous éclaircir là-dessus, mais elle va aussi développer d'autres personnages, d'autres genres aussi de façon d'écrire des histoires. C'est vraiment passionnant. Vous verrez, une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez pas vous en passer. On a actuellement 9 tomes de cette série à la médiathèque. On va acheter les autres. Je crois que en France, il y a une petite vingtaine de tomes qui a dû paraître. La série sera terminée dans cette vingtaine de tomes, il me semble. Et donc vous aurez droit quand même à la fin de l'histoire. C'est une histoire qui se finit. On va pas être dans une aventure à la Batman ou Superman où en fait il n'y a jamais vraiment de fin aux histoires. Voilà, une dernière petite remarque pour que vous portiez l'attention sur l'illustrateur qui s'occupe d'illustrer les premières de couverture, les couvertures de ces comics. Donc comme je vous disais, dans les comics, à cause du mode de publication, il y a besoin d'avoir beaucoup d'artisans derrière. En général, il y a un illustrateur qui s'occupe uniquement des couvertures, et en général, les couvertures sont extrêmement travaillées, très très belles, bien plus que le dessin à l'intérieur. On peut avoir du coup un contraste entre l'illustration de couverture et le dessin à l'intérieur. C'est une habitude aux États-Unis. Et là, l'illustrateur, qui s'occupe des couvertures, James Jean, je sais pas trop comment on le prononce, fait un travail vraiment exceptionnel d'illustration. Entre l'art nouveau, on va dire, du début du siècle, l'art aussi asiatique, d'Okusai, c'est vraiment un mélange savoureux et magnifique. Si vous n'avez pas envie de lire cette série, c'est fort dommage pour vous, mais jetez tout de même un coup d'œil sur l'illustration de couverture, c'est de toute beauté. Voilà pour notre chronique sur la bande dessinée. On va donc se quitter en musique avec le chanteur Josh T. Person. J'ai déjà énormément parlé aujourd'hui dans ce podcast, donc je vais pas trop m'attarder sur Josh T. Person. C'est un chanteur de folk qui nous propose une folk assez éthérée, très longue, très dense, et très intéressante. C'est un chanteur qui avait fait un groupe de rock qui avait pas très bien marché, mais qui avait fait un album vraiment excellent qui s'appelait Lift to Experience, et qui avait pas marché. Ça l'avait anéanti, ce Josh T. Person, qui s'était ensuite exilé d'Amérique pour vivre à Paris. Et il a ressorti assez récemment, en 2001 je crois, un album en solo, un album de folk très particulier, dont je vous propose ici une version, là encore live, une version acoustique, parce que les versions acoustiques sont un peu plus resserrées, sinon c'est des chansons qui sont assez longues. Je vous propose de venir de découvrir la version CD, qui est extrêmement intéressante et qui vaut vraiment le coup d'oreille.
Là, je vous laisse avec une version acoustique plus courte, plus facile à entendre si c'est la première fois que vous découvrez ce chanteur Josh T. Person avec une voix très particulière et très envoûtante. Je vous laisse avec sa chanson Woman When I've Raised Hell. Excusez-moi pour mon accent à couper au couteau. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une 3e émission. N'hésitez pas à commenter, à vous faire part de vos retours, ou même si vous avez envie de parler de documents, de livres, de choses qui vous ont passionné ou que vous avez détesté, n'hésitez pas à venir nous voir. On pourra même vous enregistrer dans un des futurs podcasts. Sur ce, je vous laisse avec Josh T. Person, Woman When I've Raised Hell.